Ce matin, on a une thématique particulièrement intéressante, parce que quand on parle de transmission d'entreprise, beaucoup de confrères nous disent « Oui, mais comment faire moi, je n'ai pas de... comment capter des missions, etc. etc. » Le point de départ pour nos consciences et confrères, c'est s'intéresser à ce sujet qui nous paraît extrêmement important, parce que dans beaucoup d'entreprises, TPE, la transmission est essentielle, car le dirigeant ou la dirigeante, souvent, occupent des postes bien sûr clés, avec des effectifs réduits, et que le manque d'anticipation des transmissions risque de créer des sérieux problèmes. Donc c'est un vrai sujet sur lequel nous devons, en tant qu'experts comptables, en tout cas dans le cadre de notre devoir de conseil, nous y intéresser pour pouvoir anticiper, préparer les choses. Et puis il y a aussi les dirigeants qui sont tellement engagés dans leur activité qu'ils ne sentent pas le poids des années et qui continuent jusqu'à l'accident ou l'incident qui peut créer des problèmes avec des conséquences patrimoniales, bien entendu, des conséquences sociales, économiques, bref. Donc, l'anticipation est un point important et les dirigeants ne l'anticipent pas souvent. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, en tant qu'experts comptables, un vrai rôle de conseil pour les amener à réfléchir aux solutions. Et elles sont plurielles. La solution, c'est pas que de vendre l'entreprise, parce que, bien sûr, elle peut être vendue, encore faut-il l'organiser en amont, mais elle peut aussi être transmise au plan familial, elle peut aussi être transmise à un groupe de salariés, elle peut aussi être transmise de façon progressive, elle peut aussi être transmise par donation, elle peut aussi être transmise de façon partielle, elle peut aussi être transmise partiellement aussi à un fonds d'investissement. Bref, il y a plein de solutions, mais il faut les anticiper, chaque cas étant particulier, et l'expert comptable, et on l'a encore rappelé hier à Transfert, pour ceux qui étaient présents dans cette journée magnifique organisée chaque année, hier dans le cadre des locaux de l'hôtel Potigui de la Chambre de commerce, on a encore rappelé hier le conseil de proximité d'évidence pour le chef d'entreprise, c'est son expert comptable. Ça a été rappelé par les avocats, par les notaires, quelquefois avec une pointe de jalousie, mais effectivement, nous sommes les plus proches. Donc c'est à nous qu'il convient de préparer, d'amorcer les choses, même si le client ne l'anticipe pas lui-même. Et ceux qui pensent qu'en faisant le dos rond, ils vont garder un client et ne pas le perdre, se trompent. Parce que le client, si on n'amorce pas nous-mêmes la discussion, si ça vient de l'extérieur, il risque de toute façon de vous quitter, d'aller avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une mission extrêmement intéressante, passionnante, qui implique bien sûr de s'y intéresser. Nous avons pour ça des formations adaptées dans le cadre de Subexpertise. Et ce matin, avec nos amis experts comptables, membres de notre comité, Jacob Lévy et Frédéric Turbat, ils vont vous présenter la façon d'anticiper les choses grâce à votre fichier client. Parce que vous avez sous le pied des missions potentielles extrêmement importantes, extrêmement conséquentes, et que vous ne souhaitez pas forcément. Donc ce matin, nos deux confrères et amis ont travaillé sur le fait sur l'organisation du cabinet pour pouvoir détecter ces missions potentielles. Et je rappelle, la transmission, ça peut être non seulement la cession d'entreprise, mais ça peut être aussi le développement d'entreprise par l'acquisition d'entreprise, la croissance externe. En France, on a beaucoup de TPE, on le sait bien. C'est un de nos problèmes en termes de fragilité économique, et la période que nous vivons avec l'amorce de très nombreux plans sociaux qui ont touché également des grandes entreprises, on parle de Michelin et d'autres dans la grande distribution, mais beaucoup, on en parle beaucoup moins, de très petites entreprises, parce qu'un coup de vent, manque de fonds propres, difficultés, et ça disparaît. Donc, c'est un sujet majeur. Et je voudrais vraiment que chacun en prenne conscience. Et ce matin, je vais laisser la parole à Jacob Lévy, qui va commencer à vous présenter comment organiser le cabinet en conséquence, pour pouvoir, après, grâce avec Frédéric Turbat, en fait, faire relever le potentiel de missions qui sont présentes dans votre cabinet. Alors, voilà. Donc, merci de votre attention. Je passe la parole à Jacob Lévy, qui est le seul d'entre nous à avoir mis une cravate ce matin. C'est vous dire à quel point
il s'est préparé à cette réunion. Donc, merci Jacob, je te passe la parole. Bien. Bon, bonjour à tous. Donc, sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de nos confrères, donc sur cette activité, en fait, qui d'ailleurs, alors on n'a pas indiqué de statistiques, mais où le potentiel de ce type de mission est assez élevé, puisque je ne sais pas, peut-être que tu as une statistique en tête, Jean-Luc. Il va y avoir beaucoup de transmissions et de sessions dans les 5 prochaines années, et donc ce serait dommage de passer à côté, de ne pas profiter de ce potentiel. Alors, donc, effectivement, il y a de nombreuses missions, puisque comme on le verra un petit peu plus tard, même si on n'intervient pas sur tout le process, on est déjà le meilleur interlocuteur, comme tu l'as signalé, pour coordonner finalement tout le process, tout l'accompagnement, que ce soit pour un cédant ou un acquéreur. Et que donc, si on a des collaborateurs de bon niveau, pour justement qu'ils n'aillent pas être voir ailleurs, donc leur confier, enfin les faire participer en tout cas, dans ce type de mission, ça peut être très intéressant. Ensuite, évidemment, ce sont des missions qui à plus forte valeur ajoutée, qui nous permettent de dégager des marges beaucoup plus intéressantes que celles des missions classiques d'assistance comptable. Voilà. Donc, pour cela, donc il y a donc effectivement, nous allons traiter 2 parties. La première partie, donc en amont, eh bien, il va y avoir donc les actions marketing et commerciales, on a résumé en un mot commercial pour simplifier. Et puis ensuite, il y aura la partie organisation, management du cabinet. Donc voilà, donc moi je vais développer la première partie sur les actions commerciales. Alors, donc on part d'un constat, le positionnement de l'expert comptable sur le marché. Alors, oui, tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît, Frédéric, juste pour… Donc, je vais parler d'abord du positionnement de l'expert comptable. C'est un petit peu le constat, qu'est-ce qui se passe sur ce marché des fusions, acquisitions, accompagnement de cédants, etc. Et quel est notre positionnement. Ensuite, quelle est la démarche marketing qui est, on va dire, proposée, en fait, celle que je dirais j'ai essayé de suivre quand j'ai commencé à développer un petit peu cette activité. Ensuite, la stratégie de communication, hein, comment prospecter, comment communiquer, ce qu'on sait faire, etc. Et puis ensuite, mener la mission d'accompagnement. Voilà, alors, donc, cette première partie sur le positionnement de l'expert comptable. Alors, et donc, j'essaierai toujours de traiter en parallèle, d'une part, le cédant, d'autre part, le repreneur. Donc, l'expert comptable du cédant, il est présent avant ou après, généralement, enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui, pour la majorité des experts comptables, avant ou après la cession pour la gestion fiscale et patrimoniale de la cession. Et encore, la gestion patrimoniale, il va aussi, le cédant va faire appel au conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine. Pendant la cession, on va solliciter l'expert comptable pour apporter des précisions techniques sur les comptes. Voilà, bon, donc aujourd'hui, finalement, lorsqu'on n'est pas sur ce type d'activité, ça va s'arrêter là. Ensuite, donc ce qui veut dire, en fait, la conclusion pour la partie cédant, l'expert comptable du cédant, est absent au niveau de l'évaluation, qui est une mission à part entière, très intéressante d'ailleurs, qui est absent pour définir avec le dirigeant le profil de l'acquéreur qu'il souhaite trouver.
La partie, donc toute cette phase de recherche de l'acquéreur. Alors, effectivement, c'est pas toujours, je dirais qu'on n'est pas forcément on peut pas être spécialiste dans toutes les phases, mais en tout cas, on peut, dans certains cas, déléguer cette recherche d'acquéreur à des cabinets ou des consultants qui savent le faire, mais garder quand même la main et être l'interlocuteur principal du cédant. Et la partie surtout, et celle-là, donc là, il n'y a aucun souci, puisqu'on est quand même habitué à aider le client, à le conseiller et à négocier pour lui un certain nombre de choses. Donc, on peut l'accompagner pour négocier et optimiser les conditions de cession de son entreprise. Ensuite, pour la partie… donc finalement, les constats. Donc, les constats, en général, c'est beaucoup de cédants, finalement, puisqu'ils sentent que si l'expert comptable n'a pas proposé ses services, ils vont faire appel à des cabinets d'intermédiaires ou à des départements de fusion-acquisition de banques. Et puis, ces intermédiaires vont leur proposer toutes les principales prestations, évaluation, recherche d'acquéreurs, dossier de présentation, tant qu'à faire, alors que nous, on est capable de faire des dossiers de présentation, même si on ne sait pas faire l'évaluation ou la recherche d'acquéreurs. Mais à partir du moment où ils ont confié le bébé à un intermédiaire, il va leur proposer la totale. Donc, tout nous échappera si on n'est pas à l'origine de la mission. La partie négociation, rédaction même également de la lettre d'intention et du protocole, même si évidemment il y aura des interventions d'avocats. Les intermédiaires, ils ne vont donc certainement pas mettre en avant le rôle d'expert comptable. Et voilà, ils vont on va dire, nous solliciter simplement pour leur transmettre des informations. Donc, la conséquence, l'expert comptable est absent d'un moment fort de la vie de son client, parce que finalement, je dirais que tout le reste, c'est le moment, on va dire, le plus important de la vie de son client. C'est au moment où il va vendre. Ça peut être au moment où il va acheter, forcément. C'est quelque chose qui va le marquer, puis qui, à la limite, pour un repreneur, par exemple, on l'a bien accompagné, il nous sera très attaché après pour la mission d'expertise comptable. Donc, accompagner son client, c'est évidemment, c'est pas pareil que donner des informations à l'acquéreur, et ce n'est pas pareil que de communiquer des informations à l'auditeur qui va faire l'audit d'acquisition. Voilà. Ensuite, donc la slide suivante, s'il te plaît. Là, on va donc démarrer. Alors, une fois qu'on a réussi à se positionner et que donc on a un rapport, on va dire, une relation avec le client de confiance, qui accepte de nous confier ce type de mission, enfin, qui nous a choisi en fait pour l'accompagner dans ce type de mission, bien la démarche est la suivante. Alors déjà, donc au sein du cabinet, il faut que nous définissions les objectifs. C'est-à-dire avant de commencer à lancer et de proposer cette mission, donc il faut évidemment savoir quels sont les moyens qu'on va mettre en place, donc établir un prévisionnel. Choisir les intervenants. Donc, s'il y a plusieurs associés, qui est l'associé principal, qui va gérer cette activité, quels sont les associés qui sont intéressés pour intervenir également, les collaborateurs, d'autres partenaires ou des prestataires ou des sous-traitants. Voilà, puis bien réfléchir à ce que ça va nécessiter en temps, en ressources humaines, quel est le coût, parce qu'il y aura, on va le voir ensuite, il y a un coût de communication, enfin marketing, communication, si on veut le faire comme il faut, il y a un budget à prévoir. Quels sont les outils si on se lance dans l'évaluation, il faudra songer à avoir quand même des outils fiables. Et puis, évidemment, faire un suivi régulier de ces réalisations
parce que les process sont assez longs, hein, c'est-à-dire ça peut démarrer, ça peut durer jusqu'à 1 an. Hein. Enfin bon, il y a des fois, en moyenne, ça va durer 6 mois, mais ça peut durer 1 an à partir du moment où le dirigeant a pris la décision de céder et que l'opération est bouclée. Ensuite, il faut définir l'offre. Donc, avant de commencer à communiquer, bon, il faut bien réfléchir comment on va se poser, enfin, de quelle façon on va vendre cette prestation. Et puis ensuite, donc, de segmenter la clientèle. Alors, ça peut être nos propres clients. Si nous avons des clients, évidemment, qui sont majoritairement qui font appel à nous pour des prestations d'expertise comptable, assistance, tenue de leurs comptes, présentation de comptes annuels, etc. Donc, alors, dans cette clientèle, il y a évidemment une partie qui, en fonction de l'âge, etc., vont commencer à se poser des questions. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, ce qui veut dire qu'on va devoir prospecter également à l'extérieur pour trouver des clients qui sont réellement dans cette réflexion de vendre ou d'acheter. Bien, ensuite, alors évidemment, vu qu'on ne peut pas toucher, dans tous les cas, c'est plus compliqué de toucher les cibles, on va dire, les clients potentiels pour ce type de mission, on va devoir faire appel à des prescripteurs. Alors, les prescripteurs, ce seront soit des avocats, soit des conseillers en gestion de patrimoine, soit tout simplement, ça peut être des banques. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir son carnet de prescripteurs qui d'ailleurs potentiellement est censé ramener plus de clients que ce qu'on pourrait nous toucher en direct. Ensuite, fixer une date, un calendrier, etc. Faire signer une lettre de mission, et puis la DNA qui est donc document de confidentialité pour que tout soit prêt, qu'il n'y ait pas de blocage ou de se retrouver avec des sujets de dire en fait que le client nous reproche de ne pas avoir pris des précautions de confidentialité. Alors, les fichiers de prospects et prescripteurs, comme je disais, donc il faut identifier les clients qui sont concernés, donc l'âge, comme on a évidemment, la disponibilité, problèmes de santé. Des fois, parfois, il y a des jeunes, enfin des dirigeants qui ont juste une cinquantaine, mais qui ont vraiment des problèmes de santé sérieux. Et donc là, il faut partager avec eux en leur disant il faut peut-être qu'ils commencent à s'organiser pour ne pas attendre que le problème de santé se dégrade et que là, du coup, il ne sera pas en même position pour vendre dans les meilleures conditions, quoi. Si la société est en perte, bien, parfois aussi, c'est des signes que lui, ça veut dire que peut-être qu'il n'est plus dans les mêmes dispositions pour bien gérer cette filiale, et que peut-être qu'il peut la revendre à un groupe, et que donc, bon, voilà, enfin, c'est des alertes. Donc ensuite, il y a les affaires de famille, donc lorsqu'il y a des enfants, donc on peut aussi suggérer la transmission avec tous les avantages qu'il peut y avoir dans le pacte du Treil, et puis organiser en fait cette transmission avec optimisation des droits de succession. Voilà, bon, ou lorsque le marché change, bon, donc du coup le dirigeant il est un petit peu, il a du mal à se réadapter à tous ces changements de réglementation du marché, et donc voilà, tout ça sont des indicateurs qui font que, qui permettent de cibler finalement et de constituer un fichier de clients potentiels. Alors, les questions à traiter, donc, alors évidemment, pour nos clients, le rendez-vous bilan est une opportunité intéressante.
Et là, donc, on peut lui proposer tous les domaines dans lesquels nous pouvons l'accompagner dans cette démarche de cession ou de reprise. Hein, toujours, on parle de cession, mais en fait, il peut y avoir aussi une reprise ou un développement, croissance externe, donc de racheter une entreprise. Et donc, il va y avoir également la démarche côté repreneur. Et donc, la partie juridique, dans la partie juridique, je dirais le premier document, comme j'ai cité tout à l'heure, la lettre d'intention, c'est quelque chose, c'est le point de départ. Alors, une fois qu'on a trouvé évidemment on a trouvé le repreneur ou qu'on a trouvé le cédant. Ensuite, il y a l'aspect financier, les ressources humaines et la partie commerciale. Si tu peux remonter un petit peu le slide parce qu'il y a une petite partie commerciale. Voilà, un portefeuille client équilibré, etc. C'est que donc dans certains cas, il est important de croître, ou alors à l'inverse, le marché n'est plus ce qu'il était et il faut vendre. Alors, voilà, une fois donc, c'est quelques idées, évidemment, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur le marketing, hein, mais voilà, c'est quelques idées que j'ai retenues. Stratégie de communication, eh bien, évidemment, il faut d'une part écrire ce que l'on sait faire et puis après le communiquer. Donc, décrire notre approche lors des échanges ou des rendez-vous. Bien, il faut écouter les dirigeants pour essayer de déceler ces potentiels de mission. Nos compétences, donc, il faut parler du fait qu'on est capable de faire un business plan, de rédiger des documents, l'aide d'intention avec peut-être la revue d'un avocat, mais on est quand même capable d'écrire 80% de contenu de ce document, de faire une évaluation lorsqu'il s'agit on va dire, d'une petite entreprise, d'une TPE ou une PME, on est quand même capable de proposer une évaluation, hein, même si, entre parenthèses, il y a des spécialistes de l'évaluation lorsque ce sont des cas plus compliqués ou des marchés plus compliqués, l'aider dans la recherche de financement, l'aider dans la négociation, etc. Tout ça, il faut l'écrire, il faut bien le préciser pour qu'ils sachent qu'on est capable de le faire. Mise à disposition de bases de données, voilà, toutes les bases, il y en a un certain nombre. Bon, je ne les citerai pas là tout de suite. Ensuite, communiquer notre savoir-faire. Alors, donc c'est là qu'en fait que commence réellement la démarche commerciale. Donc, l'envoi d'emailing, de newsletter, la plaquette commerciale qui décrit bien cette prestation, décrire le rôle d'accompagnement à chaque étape, décrire notre approche, nos compétences et mettre à disposition, alors effectivement là il y a un petit doublon, pour des bases de données. Alors, donc, slide suivant. Les actions. Alors, bon, donc, finalement, on va dire, pour être plus concret, les actions de prospection. Donc, ça va être des prescripteurs actifs. Ça peut être d'autres experts comptables, effectivement, des avocats, des CGP, comme j'ai dit tout à l'heure, le sourcing sur des bases Diane, Cap Financial, Compass, Chambre de commerce, des réseaux de clubs de dirigeants, des réseaux professionnels de M&A, comme France Session, Valia, Finercom. Donc, il faut les connaître, il faut voir qu'il y a beaucoup d'annonces ou qui sont intéressantes et dans lesquelles on peut participer. Adhésion à des syndicats professionnels. Et puis, évidemment, il faut utiliser les services de prestataires pour ce qu'on sait moins faire, pour ce qui prend du temps, qui n'est pas forcément, où il n'y a pas une grosse valeur ajoutée, en tout cas pour nous, au niveau de facturation. Il y a des prestataires qui savent très bien prendre des rendez-vous, donc il faut les utiliser pour
pour ce type de… Voilà, qui font du sourcing et prendre des rendez-vous. Ensuite, les autres actions commerciales, eh bien, c'est animer des conférences sur la cession et reprise d'entreprise, animer des formations destinées aux repreneurs, participer à des salons professionnels, adhérer et à des bourses d'annonces de la chambre de commerce, FUSAC, etc. sur la transmission. Bien, alors maintenant, donc, une fois qu'on a, eh bien, on a un client potentiel, enfin, plus que potentiel, on a un client qui est décidé, il veut céder son entreprise. Donc, bon, en 2 mots, on va l'aider à cibler les acquéreurs potentiels. Donc, on va l'aider à décider du profil stratégique. Est-ce que il y a un intérêt stratégique, une politique d'intégration, des synergies de revenus et de coûts, par exemple, ou alors c'est simplement un acquéreur financier, ou ça peut être aussi une personne physique, etc. Bon, ensuite, gérer la confidentialité vis-à-vis de ses salariés, des clients, des concurrents, et puis l'aider à choisir les canaux de diffusion. Voilà, bon, les bourses, on ne peut pas y échapper forcément, il faut publier. Il y a l'approche directe, il faut en parler, bouche à oreille. Ensuite, du côté acquéreur, donc le QG, c'est de trouver l'entreprise à reprendre. Donc là, la phase préalable, c'est de réaliser un pré-diagnostic. Ensuite, il faut mobiliser tous les réseaux. Les critères pratiques, donc la taille, localisation, secteur d'activité, les critères économiques, les résultats, chiffre d'affaires, etc. Voilà, donc en réalité, dans cette phase préalable, on va cerner en réalité, on va essayer de cerner tous les bien comprendre et mettre en évidence tous les points, les atouts d'un côté et puis les actions qu'il va falloir mener. Et là, donc, il va y avoir pour le cédant, il y a 5 étapes clés. Et puis pour le repreneur, il y en a 7. Donc voilà, je terminerai mon intervention avec, pour bien mettre en face de chacune des étapes, nos missions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc mener la mission, ça veut dire quoi? Donc la première étape du cédant, il y a définition du projet, bon, c'est ce qu'on vient de voir. Première étape préalable, pré-diagnostic et cadrage du projet. Deuxième étape, évaluer l'entreprise. Donc, il faut définir quelle est la valeur, quel est le prix souhaité, quelles sont les conditions de cession. Ce n'est pas que le prix, parce qu'il y a aussi le fait que peut-être qu'il a envie de rester encore 2 ans avant de prendre sa retraite, donc il voudrait accompagner, il voudrait trouver un acquéreur qui accepte de le garder comme on va dire dirigeant, ou en tout cas dans l'entreprise, même comme salarié, pendant 2 ans, parce qu'il part à la retraite que dans 2 ans et il ne veut pas arrêter, il ne veut pas avoir de décote dans ses indemnités de retraite. Ensuite, la troisième étape, c'est la présentation du dossier et la recherche d'acquéreurs. Donc, comme on l'a dit, faire des business plans, etc. Je pense qu'on sait tous faire. Négociation et rédaction de la documentation juridique. Et bien, donc là, on va l'accompagner lorsqu'il y aura des rencontres avec l'acquéreur. La rédaction, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de la lettre d'intention et participation au protocole. La lettre d'intention est bien faite. Le protocole, c'est à peine un petit peu plus détaillé. Il va y avoir le sujet des garanties, etc. Mais voilà. Ensuite, la dernière étape, donc, c'est une fois qu'il a cédé, c'est la gestion de la phase post-cession. Et donc, là, on va l'assister sur la fiscalité personnelle. Et puis, on va l'aider pour ceux qui maîtrisent la gestion de patrimoine, ou alors le mettre en relation avec un partenaire conseiller en gestion de patrimoine. Donc voilà pour le cédant, de façon résumée, nos missions par rapport aux étapes clés. Alors, pour les étapes du repreneur, le process était un petit peu plus long. Je ne sais pas si on voit si c'est assez visible, mais bon.
La première étape, c'est donc la faisabilité du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'il a les moyens? C'est le bon moment pour reprendre une entreprise? Ensuite, eh bien, on va évaluer, recherche et évaluation de l'entreprise cible. Donc, il va nous dire, ben voilà, moi, j'ai deux sociétés que j'aimerais acheter. Qu'est-ce qu'elles valent? Est-ce que je sache, est-ce que le prix qui est proposé n'est pas surévalué, etc. Donc, on va vérifier. Alors, soit le cédant a déjà fait une évaluation, on va revoir, on va apporter on va dire une revue critique à cette évaluation, soit il n'y a pas d'évaluation et à ce moment-là, on va nous la faire, mais du côté repreneur. Ensuite, négociation et formalisation des conditions de reprise. Et bien évidemment, donc on va accompagner notre repreneur pour acheter dans les meilleures conditions, pour suggérer les clauses principales de la lettre d'intention, puisque là, en réalité, c'est essentiellement celui qui s'engagera, c'est le cédant, même s'il y a un accord de l'acquéreur, on va dire, pour une certaine durée avec certaines conditions. Mais si on prend la plume, si on aide le repreneur à prendre la plume, ce sera plus simple dans les négociations. Ensuite, la quatrième étape, c'est sécurisation donc, par un audit d'acquisition. Donc là, forcément, là, on est bien placé, puisque faire un audit d'acquisition, je dirais que je pense que c'est à la portée de n'importe quel expert comptable, de regarder est-ce que les comptes sont fiables, est-ce que les sujets fiscaux, juridiques, sociaux, etc. Et puis, une fois que l'audit d'acquisition est fait, on peut passer à l'étape suivante de dire, bon, OK, on peut renégocier le prix entre-temps. Et puis, et là, on va aider le repreneur à établir son business plan de reprise en disant, ben, bon, moi, une fois que je reprends l'affaire, qu'est-ce que je change, en quoi ça va impacter les charges des années à venir, et qu'est-ce que ça va donner, quels sont les résultats, quelle est la rentabilité, etc. Qui lui permettra encore une fois de mieux ajuster le prix d'acquisition de cette société, ou des titres ou du fonds de commerce, peu importe. Ensuite, la signature du protocole de cession. Bon, ça, c'est le parallèle de ce qu'on a vu du côté cédant. Et puis après, alors donc là, la prise en main de la nouvelle structure. Et là, donc forcément, on a un client, enfin un nouveau dossier à gérer au cabinet. Là, c'est clair qu'on est les mieux placés puisqu'on a accompagné le repreneur tout au long du process. On va donc on a déjà fait une étude de cette société à reprendre. On a tous les éléments pour l'accompagner ensuite dans la bonne gestion de cette société. Voilà pour la partie commerciale, la partie donc comment mener la mission, quelles sont les missions que nous, en tant qu'expert comptable, on peut mener en ayant bien sûr travaillé un petit peu sur notre démarche marketing et sur la communication. Voilà, Frédéric, je te passe la parole. Merci. Donc, suite à cette partie marketing, communication est mise en forme du cabinet pour le rendre opérationnel et le rendre dynamique sur une démarche de nouvelle activité. On se rend compte finalement que la posture que nous avons, nous, experts comptables, la posture, j'allais dire traditionnelle, alors sans jugement de valeur évidemment sur cette signification-là, mais la posture traditionnelle de l'expert comptable n'est pas celle de gérer un cabinet qui va avoir une force
et de communication et de développement et d'organisation susceptibles de prendre en charge des missions d'accompagnement à la cession ou à la transmission. Donc, pour aborder ce sujet-là, finalement, je me suis rendu compte qu'on a besoin de faire évoluer notre cabinet, de le faire se transformer. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'experts comptables, en tant que techniciens, au sens noble du mot technicien, on a besoin aussi d'avoir une approche un petit peu différente. Alors, pour présenter ça, je voulais revenir sur le rôle particulier qu'a l'expert comptable, non pas sur un aspect technique, mais sur un aspect accompagnement. On pourrait presque dire, alors le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais presque dire du coaching de nos clients, et arriver à voir de quelle manière on a besoin de transformer nos structures et comment on peut procéder à cette évolution-là, évolution qui me semble aujourd'hui d'ailleurs qu'on ait presque envie de se lancer dans des missions de transmission ou pas, évolution qui me semble nécessaire. Lorsque l'on accompagne des entrepreneurs dans une phase de cession ou de transmission, pour le cédant, c'est un temps très particulier, Jacob l'a évoqué tout à l'heure, c'est un temps très particulier de sa vie professionnelle parce que le cédant, il change radicalement de vie. Alors, on va voir aussi que le repreneur change aussi, dans la majorité des cas, radicalement de vie. Mais pour le cédant, c'est assez spécifique, particulièrement aujourd'hui où on est face à un marché avec un très grand nombre de PME, de TPE, au sein desquels on a beaucoup de structures familiales où parfois c'est le père, le grand-père, la grand-mère, la tante qui a créé la boîte et on se retrouve à un moment donné où il faut céder l'entreprise, il n'y a peut-être pas de repreneur dans la famille, il n'y a peut-être pas d'enfants susceptibles ou ayant envie de reprendre la structure. Donc on est vraiment à une étape pas du tout technique, financière, mais psychologique extrêmement forte du cédant. Toute personne qui a accompagné un cédant ou plusieurs cédants dans sa vie professionnelle en tant qu'expert comptable, on a tous été confrontés à un moment donné où le cédant dit « ah ben non, plus envie ». Et parfois, la veille de la signature des actes itératifs, donc on peut se retrouver dans cette situation-là. Donc pour le cédant, c'est un temps extrêmement particulier de son entreprise, de sa vie personnelle et professionnelle, parfois aussi parce que les circonstances de la cession sont des circonstances imposées. On l'a évoqué, ça peut être la maladie, ça peut être une difficulté organisationnelle, une difficulté de marché, ça peut être une difficulté d'adaptation au marché aussi bien au marché de l'emploi, au marché des jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, vis-à-vis desquels il faut une approche particulière par rapport à celle qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. C'est aussi des aspects réglementaires liés au marché dans lequel on intervient. Le Covid a fait aussi quelques dégâts sur le sujet avec un certain nombre d'entrepreneurs qui ont dit là maintenant je veux passer la main parce que revivre ce type de situation-là est trop lourd. Donc parfois la cession se fait dans des termes contraints et là aussi nous on a une présence un peu spécifique parce que dans ce cas-là on doit à la fois jouer le rôle de moteur et jouer le rôle du ralentisseur. On doit à la fois accompagner, on doit dans certains cas inciter, pousser, poser les bonnes questions pour faire réfléchir nos clients ou nos prospects sur la démarche dans laquelle ils peuvent rentrer, dans la démarche dans laquelle ils ont intérêt à rentrer. Jean-Luc l'évoquait dans son introduction à notre atelier sur la notion d'anticipation, ça c'est un sujet assez fort. Et puis on doit aussi à certains moments le dire à notre client, non mais là il faut peut-être revenir un peu sur terre, hein. C'est bien de vouloir vendre ce qui a constitué sa vie pendant 40 ans, mais il faut à un moment donné le remettre, le réinsérer dans des notions financières, économiques, réalistes, finançables, vendables, qui vont parfois nécessiter d'ailleurs de retravailler sur certains sujets, la rentabilité ou l'organisation. Et puis notre rôle va être finalement de ne pas uniquement centrer notre client sur des sujets techniques, sujets sur lesquels il est peut-être venu nous chercher en premier lieu. Et ça, je trouve d'ailleurs, c'est une mission assez intéressante de notre profession au sens large, qui est qu'on vient nous chercher souvent sur du technique, ce qui est d'ailleurs quand on parle expert comptable, quand dans une soirée on dit qu'on est expert comptable, on déclenche rarement un enthousiasme délirant, parce qu'on est référencé comme des gens de la calculatrice, et pour autant on a une présence auprès de nos clients, particulièrement dans une phase de cession, qui est bien au-delà du technique. Et c'est ce qui va d'ailleurs souvent permettre de faire réussir le processus de transmission. Et puis, côté repreneur, parfois on rencontre des repreneurs qui sont en fin de période, j'allais dire, satisfaisante. Ça fait 8 mois qu'ils cherchent, ils n'ont pas encore trouvé la boîte qui convenait à leurs rêves. Ils sont presque prêts à sauter sur la première structure qui correspondrait de près ou de loin à leurs ambitions et à leurs choix initiaux. Et donc là aussi, on a besoin et on a intérêt pour faire avancer le processus et
de bons conseils auprès de nos clients, pas uniquement à lui dire cette boîte-là, elle est bonne à reprendre, celle-là, assurément, il faut s'en éloigner, mais aussi à l'accompagner dans cette démarche, lui faire prendre du recul, lui faire l'aider à piloter son projet. Peut-être d'ailleurs piloter son projet qui va être de dire maintenant il faut arrêter. Ce que vous cherchez, c'est un mouton à 6, 7 ou 8 pattes et aujourd'hui on est uniquement sur des moutons à 5 pattes, donc on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagner dans toute cette démarche-là et qui va bien au-delà de l'aspect financier. Et le repreneur, il va venir aussi nous voir à un moment donné où il va chercher du financement, il va chercher des partenaires. Donc, il est dans une phase où il va constituer tout un réseau organisationnel et un réseau de reprise de gens, voire de professions qu'il ne connaît pas. On l'évoquait tout à l'heure, la multiplicité des plans sauvegarde de l'emploi ou des plans sociaux pour une terminologie plus adéquate des grands groupes, va mettre sur le marché un certain nombre de cadres avec des primes de départ qui sont relativement significatives aujourd'hui et qui vont se dire bah, tiens, je voudrais reprendre une boîte et je voudrais peut-être transformer ma passion du week-end en un travail de la semaine. Ces personnes-là n'ont peut-être jamais rencontré un expert comptable, n'ont peut-être jamais rencontré un avocat, n'ont peut-être jamais rencontré notre profession au sens, hormis l'aspect amical ou familial, mais sur l'aspect technique. Donc nous, on a un rôle particulier sur cette approche-là et qui va effectivement bien au-delà de la compétence technique. Si on veut le traduire de manière assez rapide, il faut qu'on sache écouter, il faut qu'on sache avoir suffisamment nous-mêmes de recul nécessaire par rapport au projet qui est exposé par notre client, qu'il soit repreneur ou qu'il soit cédant. Et puis aussi, on a un rôle spécifique de facilitateur. Jacob l'évoquait tout à l'heure, on ne vient pas nous chercher sur des sujets comme l'évaluation, a priori, on ne va pas nous chercher sur un certain nombre de sujets juridiques. On va voir d'ailleurs qu'on peut et on a capacité à traiter un certain nombre d'éléments de cette nature. Et donc souvent, on est au sein d'une équipe. Et au sein d'une équipe avec une oreille particulière du dirigeant cédant ou du futur dirigeant repreneur. Et là, notre présence va aider, va faciliter l'intervention de tous. Notre présence va être, en prenant idéalement, et si c'est possible selon les missions ou la taille des missions, en prenant le lead sur l'ensemble de l'équipe de reprise, on va être dans un rôle qui est là aussi, au-delà du technique, au-delà de la compétence calculatoire, on est dans un rôle de facilitation. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que, d'une part, ce rôle-là a un rôle valorisant, et qui dit rôle valorisant dit on n'est pas loin de se transformer en personne indispensable pour celui qu'on a accompagné. D'autre part, à titre personnel, on améliore son expérience, on améliore notre capacité et donc à un moment donné notre notoriété évidemment, particulièrement vis-à-vis des partenaires, mais aussi vis-à-vis de l'entrepreneur qui a été bien accompagné et qui pourra aussi nous référencer et nous représenter à d'autres moments. Donc cette approche qui n'est pas une approche extrêmement technique, mais qui est d'arriver à prendre du temps sur chacune de nos missions, sur chacune de ces missions-là, à la fois accompagnement d'un repreneur, accompagnement d'un cédant, à prendre du temps pour essayer de savoir où est-ce que mon rôle va se positionner le mieux et où est-ce que j'ai intérêt à aller chercher une représentation, où est-ce que j'ai intérêt à aller chercher un positionnement spécifique. Ce qui sera évidemment un sujet essentiel lorsque l'on va aborder toutes ces missions-là. Et alors, évidemment, pour ça, il va falloir qu'on mette en place un certain nombre de contraintes. Alors, j'évoquais dans le titre tout à l'heure, dans mon sommaire, ce sont plutôt des contraintes que l'on va transformer en atouts. Notre rôle, évidemment, on va devoir être au courant de tout ce qui se passe en matière législative et jurisprudentielle, notamment sur des sujets qui vont avoir un impact fort ou un impact particulier en accompagnement de mission de transmission ou de cession. Je prends un exemple, le dernier arrêt de la Cour de cassation de début 2024 qui a touché un sujet sur les pactes d'actionnaires, par exemple, en les rendant aussi contraignants que les statuts qui ont été signés. Ça, c'est un sujet qui est intéressant lorsqu'on va aborder, même avec un avocat, la question de qui reprend, est-ce qu'on a un pool d'actionnaires qui reprend, est-ce qu'on a prévu des pactes d'actionnaires entre eux, voilà. Donc, se tenir au courant de toutes ces spécificités-là, évidemment, ça va être nécessaire, et faire savoir qu'on s'est au courant de ces éléments-là, évidemment, c'est un élément assez nécessaire. On va devoir aussi
en matière de communication externe, avoir une présence particulière, faire connaître spécifiquement que l'on sait faire. Rédaction d'articles destinés aux réseaux sociaux, on l'imagine de manière assez aisée. Souvent d'ailleurs, on fait des publications sur LinkedIn et puis qui retombent forcément sur le site internet. Donc on a un certain nombre de lieux de communication qui sont nécessaires en matière externe, et avec pour le coup une organisation. Et là, on retouche, c'était là que je voulais arriver, on retouche la question de l'organisation de notre cabinet. Communiquer sur le web au sens très large, réseaux sociaux, sites, lieux de communication, syndicats professionnels, etc., nécessite une organisation. J'ai mis la formulation un peu exagérée, un planning militaire, mais nécessite une organisation très spécifique du cabinet. Ça veut dire que je dois détacher au sein de mon organisation du temps. Alors, est-ce que c'est en proposant un pool de collaborateurs qui a plutôt cette fibre de communication, cette fibre de rédaction, voire de faire des mini-vidéos, des mini-podcasts. Est-ce que ça va être du temps de moi, l'expert comptable unique, du temps d'un de mes associés, si on est plusieurs associés? Mais là, il y a besoin d'une organisation aussi particulière, parce que sans ces sujets-là, on ne sera pas suffisamment reconnu. Et donc, je vais devoir, dans ce rôle complémentaire, qui va être un rôle justement à la fois de communication et de prise en main de mon processus, avoir cette présence particulière au sein de l'interprofessionnalité qu'on va rencontrer avec des avocats, avec des assureurs, avec des banquiers, avec des fonds d'investissement. Parce que si j'arrive à prendre la coordination de cette équipe-là, pour le coup, mon rôle est assuré au-delà même d'ailleurs de l'intérêt professionnel qui consiste à gérer une mission de cette nature en coordonnant différents intervenants et puis bien évidemment en mettant ma patte avec mes équipes, avec ma compétence et mon expérience d'accompagnement de session sur les sujets d'organisation, sur des sujets d'appréciation des zones de risque, etc. Et tout ça, c'est une démarche particulière qui s'offre à moi, mais qui va effectivement nécessiter un certain nombre de sujets, un certain nombre de contraintes et de modifications de mon organisation. Mon cabinet n'est a priori pas aujourd'hui en capacité de gérer une mission de transmission à la fois accompagnement d'un cédant, accompagnement d'un repreneur, particulièrement si on se reprend. Alors aujourd'hui, on a peut-être les jeunes de la profession ont assez souvent l'idée de se dire on va se spécialiser rapidement sur des sujets qui nous intéressent, qui sont porteurs de valeur ajoutée, qui correspondent à mon passé, qui correspondent à ce que j'ai envie de faire. Les créations de cabinets il y a 10, 20 ou 30 ans étaient plutôt axées sur le fait de dire on va traiter du dossier d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes. Et quand on parlait d'expertise comptable, c'était plutôt l'accompagnement à la production des comptes, à l'établissement et à la gestion. On était beaucoup moins sur cette dynamique de dire je vais aller chercher une mission qui est à mi-chemin, finalement, entre les missions d'audit traditionnelles, notamment je fais référence à la composante audit d'acquisition, et les missions en exagérant ma formulation également, de déclaration de TVA et de déclaration d'impôt sur les sociétés. Voilà, finalement, aujourd'hui, on a cette capacité à organiser notre cabinet et à avoir un rôle qui regroupe ces 4 grands points, mais qui finalement, on est dans un rôle de dirigeant d'une PME nous-mêmes, et pas uniquement dirigeant d'un cabinet capitalistique où l'expert comptable ou l'associé ou les associés sont dans un rôle uniquement technique. On va devoir nous occuper d'une dynamique commerciale, évidemment, on va devoir communiquer. Et là, pour le coup, le titre, si je puis utiliser cette terminologie un peu excessive, le titre d'expert comptable est éminemment intéressant parce qu'il a une notoriété, certes, parfois un petit peu désuète, un petit peu vieillotte, mais par contre de sérieux et de compétences extrêmement fortes dans l'esprit de nos clients, en tout cas dans l'esprit des populations qui peuvent s'adresser à nous. On va accompagner nos dirigeants. Et puis, on a un rôle de gestionnaire à la fois de mission, mais aussi, au-delà de la mission du cabinet, un rôle de gestionnaire de l'ensemble des partenaires qui interviennent dans une mission de transmission ou de rachat d'entreprise. Et donc, il y avait deux contraintes, mais qui sont des contraintes, j'allais dire, de bonne nature, qui vont d'ailleurs nous permettre de réorganiser notre cabinet, en tout cas de le faire progresser. À la fois, il y a la question de la formation, qui est un élément essentiel et indispensable. C'est toujours compliqué de se former nous-mêmes, d'envoyer les collaborateurs en formation, parce qu'on se dit que de manière rapidement et immédiate, finalement, on perd du temps sur les dossiers et on n'avance pas autant qu'on voudrait. Là, on est vraiment dans un schéma de développement, évidemment, avec un second temps. Je me forme, ça me permettra après de développer. Et puis également, il faut que j'accompagne le changement de mon cabinet.
Et là, on va complètement oublier la notion de cabinet capitalistique avec un associé, 2 chefs de mission, 5 collaborateurs, 8 collaborateurs. On va vraiment être dans une démarche de conduite du changement de nos entreprises qui sont aussi des PME ou des TPE. Alors les formations, vous les imaginez bien, je vous les cite là de manière un peu rapide, pour bien avoir le temps aussi de vous laisser poser toutes les questions que vous voudriez. On a évidemment des formations techniques. Il est indispensable que nos collaborateurs, que nous-mêmes, on soit relativement au point. Alors, c'est un euphémisme, mais il faut effectivement qu'on sache qu'on soit opérationnel sur les questions de retraite, sur les questions de donation avant cession. Le pacte Dutreil, c'est une évidence, surtout que dans le pacte Dutreil, il y a à la fois des évolutions législatives et aussi des évolutions jurisprudentielles qui sont assez notables. Et puis on en parle beaucoup et on a peut-être d'ailleurs des modifications de loi qui sont à intervenir sur ces sujets-là en 2025. On doit aussi être compétent sur, alors j'ai appelé droit des sociétés volontairement au pluriel. Il n'y a pas uniquement la question de comment on rédige et quelles sont les conditions pour gérer une cession d'action, une cession de part, mais c'est l'ensemble du droit. Il y a la question des pactes d'associés, la question des comptes courants d'associés, la question des clauses particulières sur des contrats. Alors là, c'est vrai que je déborde du droit des sociétés. Hein, le cas classique, c'est exigibilité de l'emprunt si jamais l'actionnariat change à plus de X%. Donc, il faut aller au-delà. C'est droit des sociétés, droit des contrats, et là on a une vraie compétence à acquérir et qui en plus peut trouver ou aurait intérêt à trouver un terreau d'exploitation au-delà d'ailleurs de ces missions d'accompagnement, parce que là on peut aussi guider un client qui veut basiquement créer une société et la transmettre à ses enfants dans moins de 5 ans. Si on maîtrise ces spécificités-là, les questions de démembrement, toutes les questions autour du droit des contrats liés au droit des sociétés, pour le coup on développe aussi notre compétence sur notre métier traditionnel et notre métier historique. Et évidemment, audit d'acquisition, il s'entend. On n'a pas tous dans nos cabinets un grand nombre de missions de commissariat aux comptes. Pour autant, les missions d'audit d'acquisition sont essentielles, même si, ce que parfois je trouve dommage, c'est l'avocat qui va rédiger la lettre d'intention, il ne peut pas la faire sans nous avoir contactés, parce que l'audit d'acquisition va sûrement permettre, ou moins le diagnostic, si on n'est pas encore dans la phase d'audit d'acquisition, va nous permettre d'identifier la majorité des conditions suspensives, la majorité des risques que l'avocat n'aura qu'à recopier finalement notre note de synthèse pour finaliser sa lettre d'intention. Donc c'est une phase qui est suffisamment essentielle dans un processus pour qu'on se forme nous, que l'on forme nos collaborateurs. Et quand je dis former, c'est pas uniquement avoir la compétence, ça va être aussi trouver une organisation qui n'est pas simple, effectivement, trouver une organisation pour faire intervenir peut-être des juniors sur des missions accompagnés par quelqu'un qui connaît mieux, ou par un expert comptable, ou par nous-mêmes en tant qu'associés, pour aussi accroître la compétence des différents collaborateurs de tous les niveaux du cabinet, se constituer une bibliothèque d'analyse des risques, une bibliothèque de rapports, de notes de synthèse sur tel type d'activité, tel type de risque, et puis évidemment la mettre à jour de manière continue. Et là, on va constituer aussi une base documentaire intéressante pour les collaborateurs, parce qu'ils vont voir qu'il y a une vraie capitalisation de l'expérience, une vraie capitalisation liée aux différentes missions qui vont être proposées par le cabinet. Et on parle toujours et souvent, et avec raison d'ailleurs, d'adaptabilité de nos cabinets aux personnes qu'on va recruter, de difficultés de recrutement. C'est un des petits points qui va constituer aussi un gage d'appréciation du collaborateur par rapport à son cabinet ou par rapport à un cabinet au sein duquel il pourrait vouloir exercer des missions. Également, en termes de formation, et ça on y pense souvent moins, il faut qu'on apprenne à gérer des projets. Une opération de transmission, Jacob l'a évoqué, qu'on accompagne, l'a présenté plutôt, qu'on accompagne un cédant en repreneur, il y a 5 ou 7 grandes étapes. Si c'est nous qui prenons le lead sur l'ensemble de ces missions-là, on va devoir apprendre à gérer un projet. Et apprendre à gérer un projet, c'est pas aussi mécanique que ça. Faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que gérer un projet qui va peut-être durer 6 mois avec 5 intervenants différents qui en plus ont des spécificités, voire ont des volontés de prendre la main, on parle beaucoup évidemment de l'interprofessionnalité entre experts comptables et avocats, on s'adore. Parfois sur le terrain, c'est pas toujours aussi simple. Donc voilà, il faut apprendre à gérer un projet, à gérer des individualités.
apprendre aussi à organiser un projet de transmission ou des projets de transmission, s'il y a plusieurs missions en même temps, avec un planning du cabinet qui ne sera pas forcément cohérent par rapport ou pratique à utiliser par rapport à ces missions-là. Donc, tout cet apprentissage de gestion de projet est aussi un élément intéressant. Et puis là encore, hein, on ne développe pas des compétences uniquement sur un sujet de mission de transmission, mission d'accompagnement, mission de recherche de financement. On développe une compétence personnelle en tant qu'expert comptable associé, en tant que fondateur du cabinet ou en tant qu'associé au sein d'une multitude d'associés, une compétence particulière qui va pouvoir trouver d'autres débouchés. C'est aussi un des éléments que j'évoquais sur ce point-là. Finalement, c'est une occasion de transformer notre cabinet, de nous transformer nous-mêmes et qui va avoir une incidence plus large. Et sur ces sujets-là, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller se former à l'extérieur parce qu'en fait, on n'est pas forcément sur des dynamiques assez courantes. Et puis là aussi, apprendre à des collaborateurs, même en retransmettant ce que nous, on a appris, si c'est nous qui nous sommes formés dans un premier temps, à des collaborateurs, même juniors qui sont rentrés, leur dire, écoutez, on va améliorer votre employabilité. Hein, et n'oublions pas que à notre modeste taille, c'est ce que je dis à peu près à chaque fois qu'un collaborateur quitte le cabinet, qui est de dire finalement, je suis content que vous partiez, parce que j'ai rempli mon rôle, j'ai joué mon rôle, alors je le dis de manière un peu amusée évidemment, mais j'ai joué mon rôle en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, parce que finalement, je vous ai aidé à améliorer votre employabilité, je vous ai donné des missions, je vous ai formé, vous avez pu aller chercher maintenant quelque chose de différent dans un autre cabinet, dans une entreprise à l'étranger ou autre. Finalement, ce rôle-là, on est vraiment dans notre rôle bien j'allais dire, d'employeur et d'expert comptable, j'allais dire parfaitement honnête et avec le souci de ses collaborateurs. Et quand on dit on va développer l'employabilité de ses collaborateurs, c'est pas dans l'idée de les faire partir, évidemment, mais c'est dans l'idée aussi de les retenir parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont choyés, ils vont se rendre compte qu'ils améliorent leurs compétences. Et donc voilà, c'est aussi un élément presque incident, mais assez intéressant à cultiver, je trouve. Également en formation, si on reprend tout ce que nous a dit Jacob tout à l'heure, il faut aussi qu'on sache communiquer. Or, savoir communiquer, ça s'apprend. Écrire un article dans une revue professionnelle, sur le site de l'Ordre des experts comptables ou dans nos magnifiques revues éditées par nos magnifiques syndicats qui nous représentent, c'est relativement simple parce que souvent c'est assez technique. Que Google puisse nous lire, que je ne parle pas de ChatGPT puisqu'on est un peu dans un univers un peu différent, mais que Google puisse nous lire, pour le coup, ça va être un petit peu, c'est particulier. Donc, il y a aussi cette compétence à acquérir. Il va falloir que je sache comment écrire de manière à ce que Google puisse me lire. Et si Google me lit, ça veut dire que mes prospects vont pouvoir me lire. Si Google me lit, ça veut dire que je vais pouvoir communiquer, comme le proposait tout à l'heure Jacob, je vais pouvoir communiquer à l'extérieur, dire que tout ce que je sais faire et bien expliquer ce que je sais faire. Et ça va être lu et ça va être compris. Et à un moment donné, ça va forcément générer une certaine notoriété, une certaine visibilité. Et donc, ce sujet-là, c'est souvent une démarche. Alors, dans le perspective 2030 proposée par le Conseil national de l'ordre, il y a beaucoup de formations sur ces éléments-là. C'est assez essentiel aujourd'hui d'arriver à sortir de notre zone, je n'ose pas dire de confort, mais un petit peu quand même, pour apprendre à faire valoir tout ce que l'on sait faire. Et ça peut être l'occasion de mettre en avant des collaborateurs qui ont déjà cette fibre-là, qui sont peut-être pas, et là je parle pour moi, mais de ma génération, qui ont une appétence particulière et même une volonté de s'investir sur ce type de sujet-là. Et là aussi, la question de l'attractivité, la question de donner à ses collaborateurs des missions qui sortent un peu du lot, la question aussi de les valoriser par ce type d'action-là, ça participe au développement des compétences au sein de notre cabinet. Donc ça, c'était la partie formation. Je disais, c'est toujours un peu délicat d'envoyer des collaborateurs en formation ou nous-mêmes de prendre du temps pour se former, au-delà de la question financière et des accompagnements et des crédits d'impôt formation, etc. C'est vraiment une étape essentielle, indispensable. Et en plus, je reviens toujours sur cette question qui est une question récurrente dans nos professions, qui est cette fameuse attractivité des collaborateurs. Prendre en compte un collaborateur et jusqu'à lui dire, on va améliorer ton
ton sujet, de compétences sur telle et telle dynamique, sur tel et tel domaine, ça participe aussi à une certaine attractivité, à la rétention et à la motivation d'un collaborateur au sein de nos cabinets, au-delà même de l'aspect très matériel, qui est de dire il va monter en compétences, il va être en capacité de gérer une mission, et je vais pouvoir même le déléguer à terme sur telle ou telle intervention. Autre démarche nécessaire, c'est de faire bouger notre cabinet. J'ai un cabinet qui fonctionne bien, qui produit ses comptes relativement tôt. La majorité de mes comptes sortent vers le 15 février parce que les outils digitaux, parce que l'organisation, parce que voilà, les clients sont plutôt contents et on est dans un rythme de production, un certain nombre de déclarations de TVA évidemment, de production d'éléments sociaux, de production de comptes, d'établissement de documents juridiques. Mais si je veux passer de cette dynamique-là, qui est une dynamique saine pour le coup évidemment dans notre profession, de cette dynamique-là, cette organisation-là, à avoir un cabinet qui ait deux grands volets, à la fois ce métier d'origine, j'ose pas dire traditionnel parce qu'il y a une notion péjorative dans le mot, mais ce métier d'origine, ce métier fondateur de notre profession, et en même temps avoir des missions d'accompagnement à la transmission, à la cession, mais il va falloir évidemment que je fasse bouger l'ensemble de mon cabinet. D'ailleurs, une des premières modifications à faire, un des premiers pas pour avancer, ça va être le point d'avant que j'évoquais, qui était la question de la formation, à la fois de mes équipes et de moi-même, ou du potentiel, de l'équipe de dirigeants, évidemment. Juste rappeler quelques étapes sur une conduite du changement. Je ne vais pas faire un cours particulier sur le sujet, mais c'est juste pour se remettre les grandes étapes de comment on va organiser un cabinet qui va être dans une phase de conduite du changement. Déjà, on va se poser le point de départ et le point d'arrivée. Aujourd'hui, quelle est mon organisation? Quels sont mes clients? Quelle est la gestion de mon planning? Parce qu'il s'agit beaucoup de cela. Quelle est l'appétence, l'envie, l'organisation, le choix de mes collaborateurs aujourd'hui sur les missions qu'ils exercent? Quelle est d'ailleurs peut-être la motivation à changer de typologie de mission? Et puis, je souhaite arriver à quel point d'arriver? Est-ce que ça va être avec arriver à avoir des équipes qui sont moitié-moitié? C'est peut-être un petit peu excessif dans mon propos, mais ou à me dire, je vais avoir 20% de mon équipe ou de mon temps, au-delà du nombre de personnes, mais 20% du temps de production qui va être consacré sur des missions d'organisation, des missions d'accompagnement à la cession, des missions d'accompagnement à la transmission. Voilà, c'est se définir son point de départ, son point d'arrivée. Un sujet essentiel, on a évoqué tout à l'heure la communication vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de nos prospects, vis-à-vis de nos partenaires ou futurs partenaires, et évidemment vis-à-vis de notre portefeuille de clientèle. La communication en interne sur quel est l'intérêt, quels sont plutôt au pluriel les intérêts, les avantages que vont procurer le fait de dire tiens, je vais peut-être m'organiser dans mon planning pour laisser X heures ou X jours par mois sur une question ou de formation ou d'accompagnement de missions complémentaires, ou même de mise en place de mon cabinet, de réorganisation du cabinet. Ça prend du temps, donc c'est du temps à planifier, notamment se faire tenir des collaborateurs dessus. Cette création de l'envie, cette communication de pourquoi on fait ça, pourquoi on est dans cette démarche-là, et là on a besoin, on est dans le phénomène de répétition, j'ai presque dire à outrance, faire bouger une équipe, faire bouger une personne, faire bouger des procédures qui sont là depuis un certain temps, ça nécessite constamment de redire pourquoi on a intérêt à le faire, qu'est-ce que cela va pouvoir me permettre de changer dans la vie des collaborateurs, qu'est-ce que cela va permettre d'acquérir comme élément positif. C'est pas uniquement, comme je l'évoquais là de manière un peu rapide, on n'est pas là uniquement pour faire du fric, si je veux utiliser une formulation un peu excessive, et augmenter la marge du cabinet et augmenter la rémunération des associés. C'est pas cette dynamique-là. C'est la dynamique de créer des missions qui vont être intéressantes, de créer des problématiques nouvelles à résoudre par les collaborateurs, et donc finalement, une terminologie qu'on utilise beaucoup au cabinet depuis quelques années, c'est finalement améliorer nos journées. C'est améliorer nos journées, c'est pas uniquement bosser moins ou avoir que des missions passionnantes, c'est trouver les manières d'organiser pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire ce qui nous motive, faire ce sur quoi on est compétent. Et évidemment, ça participe du développement du cabinet et donc à générer des missions mieux margées, comme on l'évoquait tout à l'heure. Cette création de l'envie, ça nécessite une communication interne que souvent on néglige, notamment dans des structures petites, parce que voilà, on se dit finalement, on se parle à la machine à café, en prenant le métro le soir, etc. Non, on a besoin de cette communication j'allais presque dire excessive, presque redondante, pour toujours rappeler les objectifs et toujours dire quels sont
quels sont les intérêts qu'on va y trouver. Également, identifier tout ce qui s'est passé, les petites transformations que l'on peut faire et communiquer dessus. Ça, c'est un sujet assez intéressant parce qu'on va se rendre compte que finalement, une petite réussite, une petite modification, une formation, une compétence acquise, si on la met en place et si on dit, tel collaborateur s'est formé ou on a réussi à dégager tel temps de collaborateurs sur ses missions pour qu'il apprenne tel sujet, pour qu'il se documente sur telle et telle évolution jurisprudentielle, sur tel et tel projet de loi, ils ne sont pas encore sortis, mais on ne va pas tarder à les avoir, et retransmettre ça à l'ensemble de l'équipe. Ces réussites-là, ça participe d'une modification et ça participe d'un mouvement général du cabinet. Ça, c'est une étape assez essentielle, particulièrement quand quelqu'un est parti en formation, j'allais dire de célébrer, le mot est un peu exagéré, mais de mettre à l'honneur la personne partie en formation, puis de lui dire, est-ce que tu peux retransmettre à l'essentiel des collaborateurs, pour nous redire ce que tu as appris, quels sont les éléments qui pour toi semblent majeurs dans la formation reçue, ou sur une mission nouvelle qui a été diligentée, est-ce qu'on peut communiquer dessus, nous faire un petit retour sur comment tu as vécu la mission, sur quels ont été les éléments essentiels, les points de complication finalement, les points de blocage. Et cette communication-là en interne, ça va créer tout un mouvement et même ça va créer de l'envie. Donc ça, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, on en parlera à la conclusion, mais qui va même au-delà de la question de l'accompagnement des missions de transmission ou de session. Quelques 4 points d'attention phares sur le fait de faire bouger son cabinet pour le mettre en ordre de marche, en ordre de bataille, pour accueillir des missions nouvelles. Le critère indispensable, et le premier point d'ailleurs, c'est qu'il y ait une implication sans faille de tous les associés, quand on est plusieurs, ou de l'associé quand il est tout seul, mais que ce soit forcément un sujet de... pour une métaphore un peu exagérée, Cortés, quand il est arrivé sur le continent américain, il a brûlé ses vaisseaux en disant à ses équipes, maintenant, on ne peut plus retourner en arrière, donc c'est pas la peine de réfléchir, on ne peut qu'avancer. Alors, ça, c'est ce qu'on a retenu de la légende. Donc, finalement, il avait gardé des vaisseaux, il avait fait brûler ceux qui étaient abîmés. Mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller en arrière, et c'est l'associé ou ce sont les dirigeants du cabinet qui donnent cette implication-là. Et pour eux, c'est un choix évident. Voilà. Et vis-à-vis des collaborateurs, c'est un choix évident. Et ça, cette dynamique-là, on l'a eu, et on l'entend souvent lorsqu'on parle même de digitalisation de nos cabinets, passer d'une saisie plutôt manuelle et de saisie digitale. Il y a besoin, même pas un besoin, il y a une nécessité impérieuse que les associés soient les fondateurs de la démarche et rentrent dedans et se mettent dedans et même deviennent techniquement les moteurs sur cette dynamique-là. Faire bouger, ça va forcément provoquer un minima de réticence. Je rappelle le fameux homme politique anglais qui disait j'ai mis en place le changement et j'ai décrété le changement et l'immobilisme s'est mis en place et j'ai pas réussi à l'arrêter. Ça, c'est une dynamique humaine qui n'est pas en soi critiquable parce qu'elle est tellement insérée dans notre patte humaine. Donc là, il va falloir effectivement qu'on identifie ceux qui sont un peu plus les innovants, ceux qui ont peut-être cette fibre particulière, qui seront prêts à changer plus facilement, et puis identifier aussi, sans les stigmatiser évidemment, ce que j'ai appelé les réfractaires, parce qu'on va devoir piloter les uns, on va devoir aider les autres, et tout ça dans un univers de bienveillance évidemment. Il s'entend, on n'est pas là en train de se dire toi tu ne sauras pas faire, donc ça ne t'intéresse pas, donc je te laisse au bord de la route. Au contraire, changer notre cabinet et le rendre pilotable sur des sujets de transmission, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la formation qui est nécessaire, avec la modification des plannings qui va être induite, ça nécessite de bien comprendre comment fonctionne notre équipe. Et là aussi, c'est un élément essentiel de pilotage de notre entreprise, qui est, avant d'être un cabinet, qui est une entreprise, qui est une société, que je dois piloter avec une démarche commerciale, mais aussi une démarche de pilotage de mes équipes. Ça va aussi, moi en tant qu'associé, ou les associés en tant que dirigeants du cabinet, donner de l'enseignement et de la capacité à gérer même les évolutions de dynamique salariale, etc. Et puis les deux autres points, c'est on va vérifier que, notamment par cette communication que j'ai expliquée tout à l'heure, redondante et excessive, on va vérifier que les objectifs sont bien compris, qu'on est bien dans une démarche de transformation avec un point de mire qui est compris, qui est évidemment atteignable.
Vous vous rappelez sûrement dans vos études les objectifs SMART, hein, la partie atteignable, s'assurer que ces objectifs-là ne sont pas trop loin et surtout qu'on a bien compris l'enjeu. Et puis, c'est souvent le moment de faciliter par le biais de réunions, par le biais de boîtes à idées, par le biais de tout ce qu'on veut, l'expression de tout le monde, y compris des réfractaires d'ailleurs, parce que ça peut aussi aider. L'expression de quelqu'un qui est dit bah non, ça va être compliqué, je ne comprends pas trop. Voilà, déjà, il faut arriver à ce que cette parole-là puisse s'exprimer. Là-dessus, on peut être assez innovant dans les modes opératoires. Mais ça fait partie aussi de l'accompagnement au changement. Et sans cette phase d'accompagnement au changement, on va avoir du mal à rendre nos cabinets directement impactés et impactants sur des missions de transmission et des missions d'accompagnement à la reprise. Je vois qu'il est 10h16, donc je suis presque pas en retard. Rapide conclusion, c'est peut-être le deuxième sujet. On est condamné un peu à sortir du technique aujourd'hui, et finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Évidemment, on a un parcours, évidemment, on a une compétence, évidemment, on a une expertise forte dans tous les domaines techniques, dans tous les domaines qui font la notoriété et qui font la reconnaissance des experts comptables sur un ensemble de lieux de la vie économique française. Mais tout ce que l'on pourra faire pour aider nos cabinets à se développer, et la manière qui était proposée, qui était de dire il faut que l'on se forme, il faut que l'on communique à l'extérieur, il faut que l'on communique à l'intérieur, il faut qu'on ait ce rôle finalement de gestionnaire d'entreprise plus que gestionnaire de cabinet. Alors, je ne sais pas si Lord est tout à fait d'accord avec ma formulation, je m'en excuserai peut-être auprès de nos autorités, mais on a besoin de considérer nos cabinets comme des entreprises, et ce qu'on évoquait là peut s'appliquer à la mise en œuvre de la facturation électronique, sauf si les lois sont repoussées, on ne sait jamais, à la mise en œuvre de missions sur lesquelles on est éminemment compétent, nous, en tant qu'experts comptables, et on est en train de se faire m'être relégué bien loin derrière par les avocats que sont les missions de RGPD, d'accompagnement RGPD, de diagnostic, les sociétés à mission qui se développent, et là aussi, ça peut aussi être un lieu d'investissement. Et ce qu'on évoquait là, à la fois la formation, la mise en ordre de bataille de notre cabinet, ça peut s'appliquer sur un ensemble d'autres missions que celles de missions d'accompagnement à la cession, à la transmission. Et finalement, c'est une bonne nouvelle que l'on ait cette capacité à organiser nos cabinets pour être beaucoup plus communicants et avoir des missions beaucoup plus larges. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des commentaires, des doutes? Merci Frédéric. Donc, les questions que vous pouvez poser sur le chat avec la petite goutte qui est en bas à droite n'a pas été vraiment remplie. Bref, donc, je voudrais d'abord remercier Jacob et Frédéric de leur intervention et insister sur quelques petits points parce que j'ai trouvé des interventions assez pertinentes et importantes. Donc, je vais revenir sur ce qui me semble très important. C'est ce problème de positionnement de l'image. En fait, expert comptable que vous êtes, vous qui nous écoutez, vous avez une image auprès de vos clients. Cette image, elle peut être fermée ou ouverte. Elle n'est pas liée à votre client, elle est liée à votre attitude, à ce que vous faites. Si votre dialogue avec votre client, c'est uniquement parler de chiffres, de déclaration de TVA, de comptes, de justificatifs, d'affectation, de formalités, ben vous aurez l'image d'un expert comptable, bien entendu, mais attaché à la technique. Et quand on parle de devenir conseil, plus qu'expert comptable au sens strict du terme de la comptabilité, au-delà des mots, il faut des actes, il faut une attitude, il faut une ouverture. Frédéric l'a dit à plusieurs reprises, il faut de l'empathie, il faut un comportement, il faut que l'on montre que l'on s'intéresse à l'activité du client, à son entreprise, à sa concurrence, à ses difficultés, et qu'au-delà même de compatir, c'est d'apporter des solutions. Souvent, je dis que nous devons être des hommes ou des femmes solutions. Et tout à l'heure, Frédéric a posé la question, est-ce que nos cabinets sont des entreprises? Pour moi, bien entendu. Le fait de se considérer comme étant l'artisan de la comptabilité pour des déclarations ou des formalités, je trouve que c'est extrêmement réducteur. Franchement, faire autant d'études pour en arriver là, c'est pas très glorieux.
Et je crois vraiment que nous devons construire des entreprises. Alors effectivement, certains ne souhaitent pas avoir trop de collaborateurs parce qu'ils préfèrent être eux le maître d'œuvre. Or, moi je crois que malgré la capacité des uns et des autres, on est forcément limité par le temps. Et le fait de devoir aller soi-même, par exemple, poster un courrier à la poste ou à recommander, ça vous prend du temps. Quand on est plus structuré, on peut avoir des collaborateurs qui y vont, ce qui vous laisse du temps et de la capacité pour des choses plus complexes, plus valorisables. Donc c'est très important, à mon avis, de réfléchir à ce qu'on souhaite. Et puis, il n'y a pas une seule voie d'accès dans d'exercice, dans cette profession. Il y en a qui souhaitent bosser tout seul, et pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est en harmonie avec soi-même, mais il ne faut pas non plus s'étonner, quand on a une structure très légère, que l'on n'ait que des missions forcément réduites, parce que les clients ont besoin de disponibilité, ont besoin de compétences, et un seul homme, une seule femme, a forcément une capacité est limitée. Quand on a des collaborateurs spécialisés dans tel domaine, ça apporte des plus. Donc, ces missions de transmission d'entreprise impliquent, ça a été dit tout à l'heure, notamment par Frédéric, presque une révolution interne du cabinet. Il faut que l'on fasse évoluer le cabinet. Il a parlé de conduite du changement. Bien sûr que nous devons faire évoluer le cabinet. Bien sûr qu'il y a des résistances. C'est une évidence. Mais la formation, par exemple, c'est un moment privilégié. Je dis parce que j'ai eu l'occasion pendant de nombreuses années de piloter la SOREF, du temps il y avait la SOREF avant Subexpertise, et j'ai toujours été étonné de voir que dans notre profession, au-delà de l'aspect obligatoire de la formation, où certains vont à des réunions demandant si on a bien compté dans le nombre d'heures obligatoires, mais qu'il n'y avait pas toujours cette spontanéité d'aller se former, d'aller progresser, d'aller accroître ses compétences. Or, quand on part en formation, d'abord, c'est un moment privilégié parce qu'on coupe du quotidien et des contraintes, sauf à être tout le temps avec son téléphone sans écouter ce qui est raconté, mais c'est l'occasion de faire un peu le vide quelque part, d'écouter quelque chose de nouveau, de progresser, de s'améliorer et de rencontrer aussi d'autres. Moi, j'ai toujours eu des moments quand j'ai suivi des formations, des rencontres formidables. Même hier, par exemple, je ne sais pas si vous êtes présent, vous qui nous écoutez, à ce salon qu'on organise, je crois, pour la 12e fois à Paris, qui est Transfert, qu'on appelait initialement la journée de la transition d'entreprise, mais que de rencontres. Moi, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui était du Canada, qui dirige un centre de formation de managers au Canada, qui en a échangé. J'ai vu des mémorialistes, on a vu des confrères, on a vu des chefs d'entreprise. Moi, j'animais un atelier hier qui s'adressait aux cédants d'entreprise. Et quand j'ai posé la question s'il y en avait dans la salle, généralement les cédants sont toujours très très discrets. J'étais étonné de voir que des mains se sont levées, et plusieurs mains. Ce qui veut dire que même là, il y a une évolution. C'est moins caché qu'avant. Donc nous devons nous adapter et être vraiment des conseils, apporter vraiment une compétence. Nos formations qu'on a suivies il y a X années pour les uns et pour les autres ne sont pas suffisantes. Il faut nous adapter. Quand on parle de LBO, d'OBO, de je ne sais pas quoi, bref, nous devons, il y a des techniques nouvelles. Faire entrer un fonds d'investissement dans une structure, ce n'est pas évident quand on n'a pas eu cette expérience. Donc ça veut dire aussi qu'il faut apprendre et il faut expérimenter, travailler sur son image, c'est notre attitude. Il faut, tout à l'heure, Frédéric a utilisé une très belle formule, c'est de transformer les contraintes en atouts. Moi, je pense que toujours être positif, c'est un moyen de faire aussi progresser nos collaborateurs, parce qu'ils apprennent de notre attitude. Or, s'intéresser à ce domaine qui est la transition d'entreprise, c'est radicalement différent des missions traditionnelles, normées, codifiées, où on est presque sur des rails. Et là, il faut vraiment innover, il faut vraiment s'intéresser, échanger, et avoir avec nos clients cette empathie nécessaire, et avec nos collaborateurs aussi, parce que le premier relais avec les clients, ce sont les collaborateurs, qui souvent sont eux qui les voient, qui les entendent régulièrement. Ils doivent être aussi notre interface positive. Donc, les motiver, eux aussi, les former, c'est un élément, bien sûr, dans cette crise des recrutements actuelle, d'un plus pour le cabinet, mais c'est un plus parce que c'est le collaborateur qui va recenser l'information.
En Allemagne, par exemple, lorsque les collaborateurs des cabinets d'experts comptables vont voir des clients, ils remplissent une fiche sur les besoins du client qu'ils ont pu détecter, même si eux ne sont pas capables de les traiter. Est-ce qu'il y a un problème de financement, un problème d'associé, un problème d'investissement, un problème de je ne sais quoi, bref, et ils remontent l'information au cabinet. Et c'est aux dirigeants de voir qui va pouvoir traiter éventuellement pour relancer, pour apporter du service. N'oublions pas que nous sommes au service de nos clients. On doit les aider à se développer, à réussir, et c'est ça être partenaire. Et notre rôle d'expert comptable sera grandi, bien sûr, par cette proximité avec lui, par cette anticipation de ses besoins, pour apporter des réponses, d'autant que la transformation d'entreprise est un sujet très délicat qui implique, et ça a été dit tout à l'heure sur une slide, que l'expert comptable lui-même s'investisse. Voilà. On ne peut pas être là pour vendre des missions à valeur ajoutée importantes en ne cherchant que être derrière son bureau et piloter l'affectation de ses collaborateurs. Il faut mouiller la chemise et apprendre, d'une part, être proche, écouter, orienter, se remettre en cause. Et je crois que réellement, c'est pour nos cabinets un moyen de prendre place sur ces missions indispensables à notre économie, indispensables aux clients et indispensables même pour renforcer l'attractivité des cabinets. Voilà. Vous avez eu, grâce à Jacob Lévy et à Frédéric Turbat, de mon point de vue, une présentation assez complète, intéressante, structurée, dont vous pourrez retrouver prochainement les slides sur le site du Conseil de l'Ordre de Paris, dans le volet transmission. Nous sommes à votre écoute. Et si vous avez cette expérience, les uns ou les autres, et que vous voulez venir la partager avec des confrères, bien sûr, le comité de transmission est à votre disposition. Venir apporter, donner, partager, c'est aussi un enrichissement. Moi, j'explique régulièrement aux plus jeunes que donner, c'est recevoir, et c'est une grande chance que de pouvoir donner, et de ne pas être dans un état de dépendance en attendant de recevoir, parce qu'on n'a rien. Quand on a la chance d'avoir étudié, d'avoir un cabinet qui tourne, qu'on a une expérience, c'est extrêmement important que de partager. Moi, j'ai vu hier, moi qui suis en fin de carrière, moi qui ai vu hier à Transfert, un certain nombre de jeunes venir me voir pour qui sont mémorialistes, par exemple. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant que ce partage. Et avec nos clients, ces missions de transmission, je crois que c'est aussi des missions à haute valeur ajoutée, dans lesquelles on peut vraiment apporter quelque chose, être utile et favoriser la transmission harmonieuse des entreprises, sous réserve que l'on anticipe. Or, nous avons, nous, experts comptables, et notre clientèle souvent fidèle, ancienne, habituée, avec ce lien de confiance qui nous lie à elle, nous avons une clientèle dans laquelle il y a certainement à anticiper, ça a été représenté par Jacob, au niveau de nos fichiers clients, de nos informations, pour les aider, les orienter vers cela. Il ne faut pas que ce soit une démarche, je dirais, commerciale, dans le sens où on va vous vendre une mission. C'est pas comme ça qu'on réussit. On réussit quand on aide quelqu'un à avancer. Voilà, on réussit quand on l'aide à aller mieux, à anticiper, avec des solutions qu'on apporte, voilà, et non pas des problèmes. Et je crois que, sincèrement, si chacun de vous regarde dans sa clientèle les besoins de la clientèle par rapport à l'âge du dirigeant, à l'expérience, etc., vous avez certainement de quoi améliorer la vie, le volume de mission de votre cabinet. Je crois qu'il n'y a pas plus de questions encore là, donc, et comme il est 10h29, que je suis respectueux du timing que l'on a prévu, il me reste à vous remercier de votre présence, même si je ne vous vois pas, de votre écoute. Vous direz que je ne vous vois pas, mais je vous sens. Donc, merci à ceux qui étaient connectés, merci à vous tous. Passez une très bonne journée et n'hésitez pas, le comité de transmission de l'ordre est à votre écoute, à votre disposition. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez des suggestions. Nous sommes là entre confrères pour partager, pour échanger. Et je tiens vraiment à féliciter Jacob Lévy et Frédéric Turbat, et Claire Dermas, qui derrière était un peu l'organisatrice de cette réunion qui, elle, est au quotidien au niveau du Conseil de l'Ordre à Paris,
et qui est à votre écoute aussi s'il y a des messages envoyés. Merci à tous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous, soyez en bonne santé et développez vos affaires harmonieusement dans l'intérêt de vos clients, qui indirectement sera aussi votre intérêt. Merci. Merci. Bonne journée. Portez-vous bien. Merci à vous.